Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Alors que les pourparlers de paix se poursuivent en Afrique du Sud, le chef du gouvernement éthiopien Abiy Ahmed s'exprime enfin sur la situation. Après plusieurs jours d'intensification des combats entre les forces fédérales et les rebelles du TPLF, il rejette l'ingérence extérieure au conflit dans la région. Continuer d'étudier, et ce malgré les attaques djihadistes, c'est le quotidien de nombreux enfants déplacés de la ville de Walam, dans l'est du Niger. Depuis 5 ans, le pays est le théâtre de violentes attaques terroristes. Et en France, le gouvernement durcit le ton dans son projet de loi Asile et Immigration. OQTF, titre de séjour, métier en tension. Ce mercredi, les ministres de l'Intérieur et du Travail ont dévoilé les contours de ce projet. Mais que contient-il? Réponse en fin d'édition. Tandis que le gouvernement éthiopien et rebelles du TPLF continuent leur pourparlers de paix, le Premier ministre Abiy Ahmed sort enfin de son silence. Pour la première fois depuis les négociations à Pretoria, il s'est exprimé sur la dégradation de la situation dans la région septentrionale. Pour lui, ce conflit doit se régler en interne par les Éthiopiens. Les détails avec Émeric Torruignan. Derrière les murs de ce centre à Pretoria en Afrique du Sud, des officiels de l'Union africaine, du TPLF et du gouvernement éthiopien tentent de trouver une issue pacifique au conflit qui secoue la région du Tigré. Depuis le démarrage le 25 octobre de ces pourparlers, le Premier ministre éthiopien ne s'était pas prononcé jusqu'ici sur les négociations en cours. Mais mardi, lors de la présentation d'un grand projet agricole dans le pays, Abiy Ahmed saisit l'opportunité et appelle les rebelles tigréens au respect de la Constitution pour faciliter la fin du conflit qui endeuille le pays depuis 2 ans. Nous essayons de convaincre le TPLF de respecter la loi du pays, de respecter la Constitution, d'agir selon la ligne d'un État éthiopien unitaire. S'ils pouvaient comprendre notre intérêt, s'ils pouvaient croire en leur propre Constitution et agir en conséquence, je pense que nous aurons la paix. Alors que les négociations continuent à Pretoria, sur le terrain, les combats se poursuivent. La communauté internationale tente depuis le début de ce conflit d'obtenir la paix entre les belligérants sans succès. Elle fonde désormais ses espoirs sur l'issue de ces pourparlers. Mais le chef du gouvernement fédéral éthiopien dénonce des ingérences étrangères qui, selon lui, compliquent la résolution de cette crise. Pour lui, ce conflit est éthiopien et devrait être réglé par les Éthiopiens. S'il y a beaucoup d'interventions de gauche et de droite, cela rend les choses difficiles. Les Éthiopiens devraient comprendre que nous pouvons résoudre nos problèmes par nous-mêmes et plutôt que d'écouter les choses venant de loin, il vaut mieux respecter nos propres lois, notre propre culture, nos propres coutumes. Après une trêve de 5 mois, les hostilités ont repris de plus belle en août dernier. Et l'armée éthiopienne est en nette progression sur le terrain. Elle s'est emparée ces dernières semaines de plusieurs villes importantes dans la région tigréenne. Pour le moment, aucune information n'a filtré des pourparlers qui se déroulent à huis clos à Pretoria, en Afrique du Sud. Le nord du Mali et notamment les régions de Ménaka et Gao sont en proie depuis 4 jours à des affrontements meurtriers entre groupes rivaux djihadistes. D'un côté Daesh et de l'autre l'EIGS, une organisation sahélienne rattachée à Al-Qaïda. Plusieurs civils ont été tués, des villages ont été pillés et les habitants ont dû déserter les lieux pour se réfugier parfois au Niger. Mais difficile de chiffrer le nombre de victimes. Dans un rapport rendu public le 27 octobre dernier, l'ONG internationale Human Rights Watch a rapporté que des dirigeants communautaires de Ménaka dénombraient près de 1000 civils tués depuis le mois de mars. Et comme au Mali, l'une des conséquences des attaques djihadistes dans la zone des 3 frontières est souvent le déplacement des populations. À Walam, dans l'est du Niger, les enfants du village tentent tant bien que mal de poursuivre leur scolarité, loin des combats subis dans le pays depuis 5 ans. Mathieu Nicolas. En cercle, ces enfants applaudissent à l'unisson, sourire aux lèvres. Leur joie est grande, ils viennent de retrouver le chemin de l'école. Ces jeunes enfants nigériens ont dû quitter leur foyer pour fuir les attaques djihadistes qui frappent leur localité.
La situation pour les écoles est très préoccupante et elle devient même dramatique. Il y a plus de 890 écoles qui ont été fermées ici au Niger. Comme une alternative, beaucoup d'enfants ont été regroupés dans des centres scolaires, mais où il est beaucoup plus difficile de leur donner accès à une éducation de qualité. Nous faisons ce travail d'appui au système scolaire du pays pour faire en sorte qu'à tous les niveaux de la scolarisation, les enfants puissent rattraper le retard qui s'est accumulé. Rien que dans la périphérie de Walam, ville du sud-ouest du Niger, 90 écoles ont fermé. Alors est venue l'idée de créer ces centres de regroupement. Il y en a désormais 3 dans la ville. Les enfants peuvent continuer leur éducation et sont accompagnés par des psychologues. Ils ont été traumatisés par les événements qu'ils ont vécus, parce que certains ont vu leurs parents tués, fusillés devant eux, et ça les a marqués. Et donc ces enfants, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut les prendre en charge pour les amener à la vie normale à travers des exercices. Venus de villages proches de la frontière malienne, dans la zone dite des 3 frontières, ces jeunes déplacés peuvent désormais retrouver les bancs de l'école grâce à un programme qui les regroupe dans de grands centres scolaires. Et ces centres sont aussi un moyen pour eux d'oublier le temps des cours, leur situation traumatisante. Direction l'Afrique de l'Est et en Somalie, plus précisément, 5 jours après le double attentat à la voiture piégée dans la capitale Mogadiscio, les étudiants se mobilisent en donnant leur sang ou en faisant des dons de nourriture aux victimes hospitalisées. Au total, plus de 100 personnes ont perdu la vie et plus de 320 autres ont été blessées. D'après les derniers décomptes, les explications avec Émeric Torrignan. Depuis le double attentat qui a frappé Mogadiscio, la capitale somalienne, des étudiants se mobilisent pour venir en aide aux victimes de ce drame qui a provoqué au moins 116 morts et plusieurs centaines de blessés. Ismaël, étudiant de 23 ans, n'a pas voulu rester en marge de cette vague de solidarité nationale. Il s'est rendu à l'hôpital de Martino pour donner son sang. J'ai décidé de donner volontairement mon sang aux victimes des 2 explosions de Soubé qui ont fait plus de 100 morts et 300 blessés. Je n'ai rien d'autre à faire pour eux que de donner mon sang pour sauver des vies. Comme lui, de nombreux autres étudiants font don de leur sang dans les centres de santé où sont hospitalisés les blessés des 2 explosions à la voiture piégée survenues samedi dernier dans la capitale somalienne. Des dons de sang, mais également des dons de nourriture. Ce matin, ce groupe d'étudiants est venu à l'hôpital les bras chargés de vivres. En tant que jeune Somalien, et plus particulièrement en tant qu'étudiant, ces explosions ont fait très mal. Les universités et les écoles ont donc été fermées afin que les étudiants puissent participer aux dons de sang et aux autres efforts de sauvetage de victimes. En tant qu'étudiants, nous sommes venus ici pour participer à ces efforts et faire de notre mieux pour aider les victimes. Face à l'afflux de blessés dans les hôpitaux et l'ampleur des dégâts de ces attaques revendiquées par les islamistes d'Al-Shabaab, le président somalien a lancé lundi un appel à la communauté internationale pour venir en aide aux blessés. Mais en attendant l'arrivée de l'aide internationale, les Somaliens eux-mêmes volent au secours des victimes. Lorsque nous ouvrons les portes de l'hôpital aux donneurs de sang et leur donnons des poches de sang, quelques 2000 personnes se sont présentées, principalement des jeunes hommes, des politiciens et d'autres locaux. Tout ce qu'ils voulaient, c'était donner leur sang. Nous faisions des tests sur leurs échantillons de sang et les envoyions ensuite aux hôpitaux pour les dons de sang. Dimanche, le chef de l'État Hassan Sheikh Mahmoud a lui-même donné son sang. Pour encourager les étudiants à faire de même, le Premier ministre a ordonné la fermeture des écoles. L'OMS devrait dans les prochaines heures envoyer une mission pour soutenir les hôpitaux débordés par le nombre de blessés. À la veille du lancement de la campagne présidentielle en Guinée équatoriale, les autorités équato-guinéennes ont choisi de fermer les frontières terrestres avec le Cameroun et le Gabon. Raison évoquée, le risque d'infiltration de groupes pouvant déstabiliser la campagne. Une décision qui affecte les commerçants de l'autre côté de la frontière. Valentine Exantius.
Au loin, sur la route à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, les barrières sont baissées. À l'approche d'une nouvelle campagne présidentielle qui débutera le 3 novembre, la Guinée équatoriale souhaite éviter toute infiltration de groupes pouvant déstabiliser l'événement à venir. Mais cette décision n'est pas dans l'intérêt des commerçants camerounais vivant à la frontière. À Kie aussi, les marchands qui avaient pour habitude de faire du commerce avec les Équato-Guinéens ont perdu une grande partie de leurs clients. Ça nous pénalise vraiment énormément. Parce que sans les Guinéens, et ceux qui aussi est quoi, c'est rien. C'est entre nous maintenant que nous sommes au marché. Tu vas investir les millions, les centaines de mille pour attendre 50 et 100 francs. Parce qu'entre nous, c'est les détails. Bon, exemple, voilà ce monsieur avec le vivre frais. Depuis qu'il est entré, il est en train de calibrer ça par rapport à ce qui n'était pas là. Et c'est comme c'est en train de pourrir là, c'est une perte. Régulièrement, la Guinée équatoriale ferme ses frontières avec ses pays voisins pour des motifs sécuritaires. En dépit de l'accord sur la libre circulation des personnes et des biens en vigueur dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Mais dans le cas présent, les commerçants accusent Malabo d'utiliser le prétexte du scrutin présidentiel. Elles sont fermées comme ça, là, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup pour faire traverser les marchandises de l'autre côté de la Guinée. Pour la Guinée, ce n'est pas facile. Bon, on est obligé de passer par la bourse. Même comme là-bas, on nous défend de ne pas passer, on va faire comment? La vie est dure. On est obligé de faire comme ça là, pour nourrir notre famille. Vraiment. La fermeture des frontières bloque clairement les échanges commerciaux. À cela s'ajoute depuis quelques semaines une intensification des contrôles d'identité des ressortissants camerounais vivant en Guinée équatoriale. Afin de rapatrier ces ressortissants, le chef de l'État camerounais Paul Biya a débloqué 125 millions de francs CFA. Depuis lundi, 52 Camerounais ont atterri à l'aéroport de Douala et des centaines d'autres sont attendus dans les prochains jours. Au Cameroun, toujours, la Banque islamique de développement apporte son soutien à l'État dans sa politique de relance de l'économie post-Covid. Une forte délégation du groupe bancaire a été reçue en audience par Louis-Paul Motazé, ministre camerounais des Finances. La Banque islamique de développement projette de poursuivre son appui dans des domaines prioritaires comme l'énergie et l'agriculture. Chimène Baleba, Pierre Parfendongo et Sengui Joy. Comment ça va? Bienvenue. Partenaire de longue date, la Banque islamique de développement réitère son soutien à l'État du Cameroun, qui a pour souci de contenir le taux d'inflation face au choc causé par la pandémie et la crise russo-ukrainienne. Une forte délégation conduite par le directeur des opérations de l'institution était au ministère des Finances. La Banque islamique de développement veut entre autres renforcer son offre de financement dans le développement de la filière coton, qui a subi un ralentissement cette année. Le Cameroun affiche une production de plus de 329 000 tonnes contre 370 000 tonnes projetées en début d'année. Et nous sommes là pour continuer à appuyer l'économie camerounaise dans notre intervention au niveau du financement du commerce de l'ITFC. C'est du financement à court terme, revolving, qui sont là pour appuyer donc, les secteurs clés de l'économie, tels que, comme vous dites, l'énergie et l'agriculture. Et nous travaillons par exemple à l'agriculture dans le coton avec la des cotons. Ça fait maintenant plus de 12 ans. Selon le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme pour la période 2022-2024, la croissance est projetée à 4,4% cette année. Un objectif difficile à atteindre face à la conjoncture actuelle. Dans cette optique, la Banque islamique de développement accompagne plusieurs projets agricoles. Elle a annoncé en juin 2022 un financement de 52 milliards de francs CFA pour accompagner les riziculteurs camerounais, alors que la production de riz est en baisse de 10%. Après 3 ans d'absence, un nouveau sommet de la Ligue arabe s'est ouvert mardi à Alger, en Algérie. Un sommet placé sous le signe du rassemblement, malgré l'absence de 3 chefs d'État, le roi du Maroc, le prince héritier saoudien et le président des Émirats arabes unis. Cette année encore, le sommet se déroule sous fond de tensions diplomatiques. Parmi les divisions persistantes, les cas de la Syrie, la Libye et le rapprochement de certains États avec Israël. Durant ce sommet, les 22 pays membres devront parvenir à un compromis sur la façon d'évoquer les ingérences de la Turquie et de l'Iran dans les affaires arabes. On écoute le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Notre sommet se tient à l'ombre de conditions régionales et internationales exceptionnelles et extrêmement compliquées, caractérisées notamment par une montée des tensions et des crises, en particulier dans le monde arabe, qu'il n'a jamais connu dans son histoire moderne. Je me réjouis de la création d'un groupe arabe de contact et de coordination au cours de ce sommet afin de soutenir la cause palestinienne, et l'Algérie est tout à fait prête à transférer cette demande vitale aux Nations Unies. Le pape François qui compte venir en RDC et au Soudan début 2023, en Israël, Benjamin Netanyahou qui se rapproche du pouvoir et la réponse de la Corée du Sud après les missiles lancés par la Corée du Nord. C'est le reste de l'actualité internationale réalisée par Lorraine Mabou et Noël Dong. Le pape François a annoncé mardi son intention de se rendre début février 2023 en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Mais ce voyage doit d'abord être officiellement confirmé par le Vatican. Initialement prévu début juillet, le souverain pontife avait dû reporter son voyage apostolique en raison de douleurs au genou. Si ce déplacement se faisait, le souverain pontife compte bien diffuser un message de paix et accompagner les processus de réconciliation en cours dans ces deux pays. Le Likoud de l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé mardi en première place des élections législatives selon des résultats provisoires. La droite de Netanyahou est créditée de 30 à 32 sièges et avec ses alliés des partis religieux et de l'extrême droite de 62 sièges sur les 120 du Parlement, la majorité pour former un gouvernement. La formation Yesh Atid du Premier ministre sortant Yair Lapid recueillerait entre 22 et 23 sièges. Environ 80% des bulletins ont été dépouillés. Il s'agit là des 5e législatives en Israël en l'espace de 3 ans et demi. Benjamin Netanyahou avait perdu le pouvoir en juin 2021, mais il reste le plus pérenne des chefs de gouvernement de l'histoire d'Israël. Les deux Corées ont procédé mercredi à au moins 13 échanges de tirs de missiles. Pyongyang en a lancé plus de 10, dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, ce qui a amené Séoul à riposter avec 3 missiles air-sol. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a dénoncé une invasion territoriale de fait. Selon l'armée de Séoul, c'est la première fois depuis la division de la péninsule à l'issue de la guerre de Corée en 1953 qu'un missile nord-coréen tombe si proche des eaux territoriales du Sud. Durcir les règles d'immigration, mais à quel point? OQTF, titre de séjour, métier en tension. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ont dévoilé les contours du projet de loi Asile et Immigration. Que prévoit-il concrètement? Réponse avec Mathieu Nicolas. Méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Voilà comment l'exécutif résume son projet de loi sur l'immigration. Dans un entretien au quotidien Le Monde, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont détaillé les principales mesures de la future loi sur l'immigration. Premier axe, faciliter l'insertion des travailleurs étrangers. L'objectif de ce titre de séjour est de mettre fin au délai de carence qui empêche par exemple les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs 6 premiers mois en France. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration et d'émancipation. Le taux de chômage des travailleurs immigrés s'élève à 13% contre un taux national de 7,5%. Faciliter l'insertion des travailleurs étrangers, mais aussi améliorer la loi en ce qui concerne les OQTF. C'est l'objectif de ce nouveau projet prévu au premier semestre 2023. Le texte du gouvernement prévoit d'introduire une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, plus efficaces. Le ministre de l'Intérieur a souligné que le préfet veillera à rendre la vie impossible aux personnes visées par cette mesure. Il pourra par exemple s'assurer qu'elles ne bénéficient plus de prestations sociales ni de logement social, mais cette mesure va encore plus loin. Nous allons désormais inscrire toutes les OQTF au fichier des personnes recherchées. Il ne s'agit pas de rétablir le délit de séjour irrégulier, mais de pouvoir constater que la personne repart, et ainsi de compter tous les départs d'étrangers.
La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron avait déjà souligné sa volonté de durcir les règles en affirmant qu'à Paris, la moitié des faits de délinquance viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre. Des propos largement contestés, notamment à gauche. Pour la députée LFI Clémence Guettet, le président se met dans la roue de l'extrême droite sur les questions d'immigration et de sécurité. Politique toujours, invité de l'émission Les 4 vérités sur France 2, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est revenu sur son statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République dans l'instruction pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre dans le cadre de sa gestion de la crise Covid. Écoutez-le. Les membres d'un gouvernement ne sont pas au-dessus de la loi. Jamais. Et donc, il n'est pas anormal que dans l'hypothèse où ils commettent des actes qui seraient contraires à la loi, leur responsabilité puisse être recherchée. Et je n'ai jamais pensé le contraire, et je le dis avec clarté. Ce qui ne doit pas arriver, me semble-t-il, c'est que les responsables politiques fassent le travail des juges, ou que les juges exercent une forme de contrôle sur la responsabilité politique des élus. Je ne cherche pas à échapper aux questions qu'on me pose, je ne cherche pas à me défausser sur quiconque. J'étais le chef du gouvernement, et j'assume toutes les responsabilités prises par l'ensemble des membres de mon gouvernement. Et je vais vous dire, Thomas Soto, c'est ça être un chef. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.